bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez. On vous Euh, entend, on vous voit. Super. On va peut-être attendre quelques minutes. On a déjà une quinzaine de personnes qui sont connectées. Peut-être, on peut peut-être commencer par se présenter en attendant que les retardataires se connectent, si ça vous convient. Je vais peut-être laisser la parole au cabinet Diplôme Avocat. Ah bah, merci Mylène. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Laboucher, je suis cofondateur avec Grégoire du cabinet, Cyclome Avocat, qui a la particularité d'intervenir que sur des problématiques de TVA et de taxes indirectes. Aujourd'hui, on est ravis de co-animer ce webinaire avec Mylène pour un sujet spécifique lié à la TVA dans le secteur médical, qui est un vaste enjeu, puisque on sait que la TVA, en plus des virus, est sûrement le pire ennemi des médecins. On va essayer de répondre à quelques interrogations aujourd'hui sur ces sujets-là. Oui, bah, bonjour à tous, Grégoire Persson. Et donc, comme l'a dit Thomas, on fait effectivement que de la TVA. Donc, c'est des sujets qu'on aime beaucoup. Et on sait très bien, effectivement, que chez les médecins, c'est un sujet assez crucial. Oui, bonjour à tous. Donc, Mylène Mérardon, je suis avocate spécialisée en droit de la santé, associée et cofondatrice du cabinet Anodis, qui est un cabinet dédié aux professionnels de santé, qui est du côté des médecins. Et donc, effectivement, dans le cadre de notre activité avec ma consoeur Anne-Laure Giraudot, on a des clients qui se posent beaucoup de questions sur la TVA et qui nous les posent, parce qu'effectivement, les médecins ne récupérant pas, la TVA, essayent d'optimiser leur activité, dans la mesure du possible et donc c'est pour cette raison que ça nous est apparu, opportun, d'échanger, avec des confrères, qui, sont vraiment spécialisés de la TVA pour pouvoir éclairer, les médecins, sur ces sujets, qui les intéressent. Voilà. Bon, je pense qu'il est 33. On peut peut-être, on a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées. On peut peut-être commencer, et puis, les retardataires nous rejoindront en cours de route. De toute façon, le webinaire sera enregistré et donc, des replays seront, disponibles. Super. Euh, Tout le monde voit bien notre écran avec le slide qui se projette, c'est bon? Euh, Nous, ce qu'on vous propose, c'est un peu de diviser le webinaire en deux plans, avec d'un côté les règles de TVA applicables aux médecins et dans un second temps les questions de TVA et d'immobilier. Alors d'ores et déjà, on vous invite à indiquer dans le chat si les sujets immobiliers vous intéressent, parce que c'est des sujets qui sont assez complexes. On a prévu de les aborder assez rapidement, puisque c'est des sujets un peu connexes aux activités médicales. Si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent beaucoup et centraux, on passera davantage de temps pour répondre à vos interrogations. Donc, dans une première partie, on vous propose d'échanger sur le sujet des exonérations dans le milieu médical. En fait, on entend assez souvent que les médecins ne sont pas assujettis à la TVA. C'est un terme qui est, pour nous praticiens, un peu erroné parce que, bien sûr que les médecins font une activité économique, donc ils sont dans le champ d'application de la TVA, mais pour certaines activités, ils ont le droit de ne pas facturer la TVA, c'est ce qu'on appelle une exonération. Donc c'est des assujettis qui appliquent une exonération. Et cette exonération, elle s'applique, sur les soins dispensés par, les professions, médicales qui sont considérées et reconnues par l'État et aussi par, l'Union européenne. Donc, parmi ces professions, vous en connaissez, forcément, beaucoup, que ça soit, les médecins, les sages-femmes, les kinés, les orthoptistes, mais également, d'autres activités liées, aux soins, que ce soit les ostéopathes, les chiropracteurs ou les psychologues. Donc vraiment, ce qui est, le plus important pour l'administration, c'est, de vérifier, qu'il y a des soins dispensés.
Alors justement, sur cette question de soins, si vous êtes médecin ou expert comptable, vous le savez, aussi bien que nous, il y a une distinction à faire entre les soins et les prestations qui ont une finalité, thérapeutique et celles qui n'ont pas de finalité thérapeutique. Puisqu'en fait, c'est ce critère, de la finalité qui va être pris en compte par, l'administration fiscale pour déterminer si, la TVA doit s'appliquer, ou non. Et donc à cet égard, en fait, les prestations, d'expertise, de conseil, qui sont réalisés par des médecins, malgré leur statut de médecin, vont être soumises à la TVA, ne pourront pas bénéficier de l'exonération, et donc vont contraindre le médecin à appliquer de la TVA. Donc ça, j'allais dire, on l'appréhende assez facilement. À côté, il y a d'autres sujets qui n'ont pas de finalité thérapeutique, qui sont plus difficiles à appréhender. C'est le cas notamment des chirurgiens esthétiques qui doivent diviser leurs actes entre, d'un côté, la chirurgie à finalité réparatrice, qui bénéficie de l'exonération de TVA, et de l'autre, la chirurgie entre guillemets «purement esthétique», donc qui n'a pas de finalité réparatrice et donc là, qui devrait être soumise à la TVA. Donc vous le savez, hein, l'impact de la TVA, il est assez significatif, pour les clients du médecin puisque, ça vient augmenter le coût, des prestations de 20 et on le verra, juste après. En revanche, pour le médecin, l'intérêt de facturer de la TVA, c'est de pouvoir déduire à minima en partie la TVA qu'il va supporter sur ses charges. Et alors, C'est ce que sur ce point-là, peut-être si je peux compléter, effectivement, la finalité thérapeutique, c'est quelque chose, donc qui est, fondé sur le triptyque, prévention, diagnostic et soins, qui effectivement est un critère, qu'il faut absolument respecter, notamment en matière de chirurgie esthétique, mais également les médecins qui pratiquent des actes à visée, esthétique et donc là, je fais la différence entre la chirurgie d'une part et la médecine d'autre part. Puisque donc en matière de chirurgie, on commence à connaître ça plutôt bien, et les chirurgiens, qui font de l'esthétique, savent faire la différence entre, par exemple, une augmentation mammaire à visée, purement esthétique et la réparation, mammaire après un cancer du sein, par exemple. Mais en matière de médecine, qu'on dit, esthétique, mais qui, si on veut parfaitement respecter la déontologie médicale, on va parler d'actes à visée esthétique. Dans ce cas-là, certains cas sont beaucoup plus flous, et donc effectivement, il va falloir, vraiment, regarder quelle est la finalité et notamment est-ce que cet acte est pris en charge? Et je pense par exemple, pour donner un exemple très concret, l'épilation définitive, via l'épilation électrique, dans ce cas-là, l'épilation définitive, elle a priori, elle est plutôt, à visée esthétique, mais il y a des cas bien spécifiques, notamment en cas de pathologie dermatologique où, l'épilation définitive va être possiblement prise en charge à condition de demander au préalable à l'assurance maladie une prise en charge et dans ce cas-là, on va, effectivement avoir, donc si on a une prise en charge de l'assurance maladie, il n'y aura pas de TVA à appliquer sur cette épilation définitive bien précise. C'est effectivement un sujet qu'on rencontre assez souvent dans des contrôles fiscaux où l'administration vient vérifier la nature de l'opération qui a été réalisée et se pose vraiment la question: «Est-ce que ça a été remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que vous pouvez me démontrer que c'était une finalité thérapeutique?» Donc on a des sujets à la fois de secret médical, mais aussi d'être à même de démontrer à l'administration que si on a appliqué l'exonération, on peut le justifier. Donc effectivement, c'est des sujets qui nous sont souvent relevés, par les inspecteurs. Et c'est vrai que sur ce Ouais, sujet, l'administration a une vision assez libérale, hein, du secret médical, hein. Nous, on a vu des cas de chirurgiens, esthétiques, en fait, où l'inspecteur considérait, assez facilement que toute l'activité devait être soumise à la TVA, et donc appliquer 20 sur le chiffre d'affaires et grosso modo, prenait pas plus de pincettes que ça et donc ensuite, il faut être en mesure un peu de décortiquer, les différents actes a posteriori, hein, puisque la période de contrôle est court sur 3 ans. Donc c'est vrai qu'on ne peut que vous sensibiliser sur, l'importance de le faire, dès le début, de bien l'avoir en tête parce que derrière ça vous expose quand même à des risques assez significatifs. ouais et donc de lister les actes, qui vont être pris en charge par la sécurité sociale ou qui vont être, à des fins thérapeutiques et les actes de l'autre côté qui sont purement esthétiques et vraiment tenir une comptabilité et en tout cas un listing très précis, pour pouvoir, se prémunir en cas de contrôle. Il y avait aussi des sujets sur des clients qui étaient étrangers, qui n'avaient pas accès à la sécurité sociale, donc il faut aussi bien avoir la nomenclature des actes, c'est vraiment la nomenclature et le suivi de la finalité thérapeutique qui l'emporte. Alors ensuite, on a des activités qui vont pas rentrer dans le champ de l'exonération de la TVA. Ça va être, notamment,
les activités, les soins, entre guillemets, rendus par des magnétiseurs, des sophrologues, des thanatologues. Alors je sais que Mylène avait un point spécifique d'attention sur les acupuncteurs, puisque ça mérite une attention un peu plus particulière. Oui, effectivement, pour, tout, il y a certains soins qui font l'objet de surveillance, des ordres et l'acupuncture fait partie, d'un point de vigilance, puisque alors, vraiment c'est une activité où je il y a pas de vérité générale, mais, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ferait partie, du monopole des médecins et ce serait une activité qui ne pourrait être pratiquée que par les médecins, diplômés d'acupuncture. Et donc évidemment, dans ce cas-là, l'acupuncture qui serait pratiquée par un médecin dans le cadre du monopole médical, ne serait pas assujettie à TVA. Hem, Maintenant qu'on a défini ce qu'étaient, les opérations qui peuvent bénéficier de l'exonération de TVA, on est conscient du coup qu'il y a des médecins qui pourraient avoir des activités à la fois soumises à TVA et à la fois exonérées de TVA. Et donc c'est là où, il y a un peu de complexité qui se rajoute à cette question de: «Est-ce que je dois appliquer la TVA ou non?» C'est la question de: «Qu'est-ce que je peux déduire comme TVA sur mes achats?» Donc la question c'est, par exemple, sur le matériel, de ma clinique, sur le matériel de mon bureau, qu'est-ce que je peux, déduire comme TVA? L'administration, elle applique des textes, européens en matière de TVA qui ont un principe assez simple. On va déterminer le droit à déduction d'une dépense sur la base de l'utilisation de cette dépense par rapport à une activité imposable à la TVA et une activité exonérée. Donc on va faire des exemples après, mais pour faire simple, l'administration, elle va regarder le chiffre d'affaires du médecin et elle va regarder ce bureau, par exemple, quel a été le chiffre d'affaires qu'il a généré. S'il a généré que du chiffre d'affaires exonéré, je ne pourrai pas déduire. Par contre, si j'ai, pu, facturer, une partie de mon activité, par exemple, pour de la chirurgie esthétique, pour, de l'expertise, dans des sujets, d'assurance, qui auraient été soumis à TVA, bah, là, je vais pouvoir déduire partiellement la TVA par rapport à une clé qui, dépend du coup du poids de l'activité taxable sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Et là, c'est vrai que Grégoire prend l'exemple du bureau, mais sans avancer, dans le webinaire, quand on achète un bureau, c'est une question, mais quand on achète, les locaux, dans lesquels on exerce et qu'on a supporté de la TVA sur, 100, 200, 1 000 000 €, bah, là, en fait, la question, elle prend tout son sens et de se dire que finalement, le fait de facturer, 20 sur mon acte de chirurgie, esthétique me permet derrière de récupérer une quote-part du prix d'achat de l'immeuble. Les impacts chiffrés sont assez significatifs, quoi. Alors il y a un autre sujet, enfin qui est un peu annexe, au l'activité des médecins, mais qui est un sujet d'actualité, donc on vous en parle ici. C'est le sujet qui a défrayé la chronique ces dernières semaines sur, l'abaissement des seuils de franchise de TVA. Alors la franchise de TVA, c'est un dispositif spécifique qui, permet à des entrepreneurs ou des sociétés, indépendamment de leur statut, qui réalisent un montant assez faible de chiffre d'affaires, de ne pas appliquer de TVA, alors qu'ils devraient appliquer de la TVA au regard des textes applicables. Donc, les seuils, ils étaient, relativement, supérieurs à ce qui devrait être en 2025, puisqu'on était à 37 500 €. Désormais, on a un seuil de N-1 qui devrait être à 25 000 à compter, donc mise en œuvre de la réforme à compter du 1er juin 2025. Donc si le seuil réalisé par un opérateur en franchise en 2024 était supérieur à 25 000, il va automatiquement passer, casser le seuil de la franchise et devoir appliquer de la TVA à partir du 1er janvier 2025, du 1er juin 2025, ce qui va, potentiellement, bouleverser son quotidien. Il va falloir appréhender le fait d'appliquer de la TVA sur, son chiffre d'affaires et donc, de répercuter ce prix sur ses clients. Donc là, on a pris un exemple, avec Grégoire, sur un médecin qui va réaliser, 100 000 € de chiffre d'affaires, dont 80 000 au titre des soins exonérés de TVA et 20 000 au titre, de la sous-location, de ses locaux. Donc, il y a un sujet intéressant sur la franchise, c'est que donc les seuils d'appréhension de la franchise, vont pas prendre en compte, l'activité, exonérée en raison de l'exonération applicable aux activités médicales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier de la franchise sur la quote-part de l'activité soumise à TVA, indépendamment du, montant, qui a été, facturé en exonération. Je ne sais pas si, Grégoire, tu veux en dire un mot, mais Bah, pour faire simple, ça veut dire que, chez un médecin, on va pas prendre en compte son activité de soins, l'activité thérapeutique dont on a discuté avec Mylène.
on va prendre en compte que les actes qui seraient soumis à la TVA si, je n'avais pas de franchise applicable. Si, je suis en dessous du coup de 25 000 ou 27 500, si on est dans l'année N, ça dépend, du coup, de à quel moment j'ai généré le chiffre d'affaires. C'est des conditions, des seuils, qui sont cumulatifs selon le texte. Si, je n'ai pas dépassé, les seuils, je peux du coup être dispensé d'appliquer la TVA, par exemple sur la sous-location comme dans notre exemple, ici. C'est-à-dire que je vais sous-louer, je devrais appliquer de la TVA, mais le texte m'ajoute une exonération qui est applicable dans une certaine limite de chiffre d'affaires et donc là, comme on n'a pas dépassé, 25 000 €, on peut encore bénéficier de la franchise sur une petite partie de chiffre d'affaires. Donc si on imaginait que le médecin ferait un acte de chirurgie esthétique à hauteur de 2 000 3 000 €, qui ne serait pas à visée thérapeutique, il pourrait encore l'exonérer. Voilà. Et alors sur ce sujet-là, j'insiste parce que c'est un problème qui va être vraiment rencontré par beaucoup de praticiens, parce que, il est quand même fréquent, qu'un praticien, prenne des locaux, hem, donc à bail au travers de sa cellule et sous-loue ses locaux à d'autres confrères ou éventuellement à des professions, paramédicales pour proposer, un cabinet, pluridisciplinaire. Et en fait, dans ces cas, notamment de cabinets pluridisciplinaires, le sujet, c'est que, on va potentiellement atteindre, le seuil, là où avant on ne l'atteignait pas. Et d'ailleurs dans les montages, qu'on proposait, aux professionnels de santé qui voulaient monter un centre pluridisciplinaire, on tenait souvent compte de ce seuil et là, en fait, le seuil ayant été, significativement abaissé, potentiellement, ça va être l'occasion de revoir, la manière, de partager ce locaux, parce que, effectivement, ça change quand même la donne, de demander, aux professions, paramédicales, qui, partagent, les fameux locaux, de payer 20 de plus, compte tenu de l'application de la TVA du fait de ce seuil. Oui, on recommande de bien prendre le temps de regarder, le chiffre d'affaires des années précédentes et le chiffre d'affaires de l'année en cours, parce que c'est vraiment, ce qui permet de déterminer ou non si on peut continuer à bénéficier de la franchise et donc oui, il va y avoir des effets de bord avec beaucoup d'opérateurs qui vont passer en TVA à compter du 1er juin. Autre sujet, alors autre spécificité française, hein, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais la TVA est une invention française qui s'est exportée puisqu'elle a été reprise par de nombreux pays dans le monde. Autre invention, mais celle-ci, personne nous envie, c'est la taxe sur les salaires. Donc la taxe sur les salaires, c'est un peu le jumeau maléfique de la TVA. Quand il y a de la TVA, il n'y a pas de taxe sur les salaires, et quand il n'y a pas de taxe sur les salaires, il y a de la TVA. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un médecin va réaliser une activité exonérée de TVA, la taxe sur les salaires va s'appliquer. Alors la taxe sur les salaires va s'appliquer sur les salaires qui sont payés par le médecin, donc des profils notamment d'assistants ou tout autre profil qui serait salarié du cabinet médical. Cette taxe sur les salaires, bon, elle s'applique de manière progressive en fonction du montant brut de la rémunération, mais grosso modo, elle avoisine 13% de la rémunération brute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un médecin, typiquement un médecin généraliste qui réalise une activité exclusivement médicale, de soins, si il recrute un assistant qui le facture, je ne sais pas, 25 000 €, 25 000 € brut annuels, eh bien, il va devoir appliquer 13% en plus sur cette rémunération. Donc ça, c'est le montant de la taxe sur les salaires. Donc on vous a pris un exemple qui appréhende et l'activité taxée et l'activité exonérée. On va voir qu'on a un rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Ça veut dire qu'au même titre que la déduction de la TVA sur le bureau dont Grégoire parlait tout à l'heure, la taxe sur les salaires va s'appeler proportionnellement à l'activité exonérée réalisée au sein du cabinet. Donc là, si on a un médecin qui réalise 200 000 € de chiffre d'affaires, 160 000 € au titre des activités de soins et 40 000 au titre de la sous-location de ses locaux, qu'il emploie un assistant pour un salaire de 40 000 €, on va calculer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, donc 80%, c'est-à-dire 80% de l'activité qui est exonérée de TVA. On va devoir appliquer la taxe sur les salaires sur le montant de 40 000 €, donc 13% de 40 000, donc 4 800 €, quelque chose comme ça. Le calcul est juste après dans la slide suivante. On aurait été loin. Effectivement, pour faire simple, le calcul, s'applique, donc, sur la base CSG, donc, comme le disait Thomas, quelque chose qui est proche, du brut du salarié.
on vient l'appliquer dans des, seuils, dans des tranches, un peu comme l'impôt sur le revenu et après on applique, le fameux rapport d'assujettissement. Donc, dans notre exemple, le salarié, serait, soumis, potentiellement à de la taxe sur les salaires, entre 1 000 et 4 000 €, en fonction du rapport de la société, du rapport d'assujettissement de la société. Ouais et alors de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on assiste, comme vous le savez, à un mouvement où les médecins veulent de plus en plus être salariés, et on les é enfin, beaucoup de personnes les encouragent en se disant que finalement, c'est bien, le médecin, concentre son temps et son énergie à l'activité médicale et n'a plus besoin de gérer, son activité. Nous, au cabinet, on encourage vraiment les médecins à justement à être indépendants, à reprendre le pouvoir et à ne plus déléguer à des administratifs qui connaissent pas forcément, toutes les, les contraintes et les besoins du médecin et c'est important de disposer de son outil de travail et de disposer de la maîtrise, de son activité et là encore cet exemple, montre que finalement, lorsque, on choisit le salariat plutôt que, l'activité indépendante, la rémunération nette perçue par le praticien sera plus faible. Et donc c'est un argument de plus pour dire que finalement un médecin qui va être salarié va vraiment, heu, moins bien gagner sa vie que s'il était, libéral. Et donc c'est vraiment un élément, qu'il faut avoir en tête. Quand on est salarié, on gère rien, mais on n'a plus, la maîtrise de son activité et surtout on ne gagne plus tous les fruits, de son activité. On est obligé de les partager, beaucoup plus. Alors un autre sujet qui va vous intéresser nécessairement, c'est celui du statut du médecin, puisqu'on a vu que, enfin, il y a des statuts qui sont de plus en plus créatifs en ce qui concerne, la façon, d'exercer. Mylène en parlait à l'instant avec le médecin salarié, hein, qui est quand même une nouveauté sur l'histoire de la médecine. On va aussi avoir des régimes qui vont devoir être pris en compte en cas de remplacement qu'on va distinguer selon qu'ils sont, occasionnels ou réguliers et la collaboration. Et enfin, on a, la question, de l'exercice conjoint qui peut, également se poser. Donc là, on va vous prendre une série d'exemples pour illustrer, ces propos et je crois que Mylène aussi avait un point d'attention à faire sur le remplacement dans le secteur médical parce qu'il y a là aussi il y a une créativité assez forte des médecins sur ce sujet-là. Oui, effectivement, bon, on va le voir, mais il y a le remplacement est plus avantageux d'un point de vue, du point de vue de la TVA et donc beaucoup de médecins choisissent ce contrat de remplacement, et l'utilisent beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup, développé et qu'on voit beaucoup. Le point d'attention, c'est un contrat de remplacement, ça doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit signé, avant le début du remplacement et ce contrat de remplacement, il doit être obligatoirement adressé à l'ordre avant le remplacement. J'insiste parce que, on a énormément de dossiers où, le contrat: «Ah bah mince, on a oublié de l'envoyer à l'ordre» et cetera et cetera. Ça, vraiment, c'est déontologiquement, c'est un vrai, sujet et les ordres sont très attentifs, veulent recevoir les contrats avant, pour pouvoir, vérifier la régularité du remplacement et 2 point d'attention, mais je pense que les médecins qui nous écoutent le savent parfaitement, le remplacé n'a pas le droit d'exercer en même temps que le remplaçant, pardon. Donc vraiment, en cas de remplacement, on a un médecin qui substitue un autre, mais qui ne travaille pas à côté. C'est vraiment essentiel. Et donc, sur ces sujets, c'est qu'il faut retenir qu'en cas de remplacement occasionnel, on a une tolérance administrative, enfin, on peut je sais pas si on peut appeler ça une tolérance, mais l'administration considère que, le remplacement n'est pas soumis à la TVA. À contrario, si on est sur un remplacement régulier, on va se retrouver avec de la TVA et donc ça change forcément, l'économie, du contrat. Je pense que tout le monde espère plutôt être dans l'occasionnel si on peut, pour éviter que, les honoraires rétrocédés soient imputés par de la TVA. Donc, je pense et j'imagine que toi, tu fais beaucoup de ce travail, de qualifier, les remplacements? Alors effectivement, globalement, ce qu'il faut retenir, enfin moi, ce que j'explique à mes clients, de façon, quotidienne, c'est qu'un remplacement qui est occasionnel et qui, du coup, n'est pas assujetti à TVA, ce sera, je pars en vacances,
il faut que mes patients soient vus pendant mes congés et donc je demande à un plus jeune confrère de venir ou un plus jeune ou un plus âgé d'ailleurs, hein, un autre confrère de venir me remplacer au sein de mon cabinet, de s'installer à mon bureau pendant que moi je suis sur la plage. Ça, c'est le remplacement occasionnel. Le remplacement qui est régulier, c'est, j'ai trop de travail, tous les mardis, pour me permettre de faire ma compta et de m'occuper d'autres choses, et bien, je souhaite qu'un, «remplaçant» entre guillemets, vienne, assurer ma consultation tous les mardis après-midi. Ça, ce n'est pas un remplacement occasionnel et donc théoriquement, c'est un remplacement, heu, dans le cadre duquel la redevance qui va être payée sera assujettie à TVA, mais ça, je vous laisse expliquer. Oui, tout à fait. L'enjeu est de se poser la question entre est-ce que c'est de la collaboration? Est-ce que c'est, finalement, plutôt de la mise à disposition d'espace? Oui, non, bah, enfin, et donc là, on parlait du remplacement, mais il y a aussi le cas du collaborateur où, bah, en fait, les comment dirais-je? Les redevances rétrocédées par le médecin collaborateur aux collaborants, vont être soumises à la TVA. Donc enfin, ce qu'on cherche à vous expliquer ici, c'est que c'est pas seulement de la théorie, fiscale, hein. Enfin, c'est des conséquences qui sont bien concrètes et c'est sûr que si on dit aux médecins que, le montant, de leur rétrocession va être imputé de 20 de TVA. Enfin, vous comprenez très vite, l'impact, hein. Enfin, ça vient altérer, alors je sais que c'est des gros mots dans le secteur médical, mais des niveaux de rentabilité des cabinets ou en tout cas, bah, le niveau de vos coûts liés à votre activité. Donc c'est pas des sujets à prendre à la légère, c'est des sujets à appréhender et alors c'est la phrase que je dis à tous mes clients, mais c'est suffisamment difficile de se lever tous les matins pour gagner sa vie que, c'est quand même dommage de 3 ans plus tard de se rendre compte qu'une partie de mon activité ou une partie de ma marge est constituée par, bah, de la TVA que je n'ai pas payée au trésor et que l'administration en fait et sans argument contraire qu'on puisse, opposer, viennent vous dire: «Bah, en fait, vous me devez, tant parce que, vous n'avez pas appliqué la TVA sur certains flux, quoi». Alors, de ce point de vue-là, donc pour les remplacements qui ne sont pas occasionnels et qui sont réguliers, et les collaborations qui est très peu utilisée dans le milieu médical parce que justement, il y a cette phobie des médecins, à l'égard de la TVA. Dans le cas du collaborateur ou du remplacement, hem, on on peut organiser les choses de différentes manières. Alors, c'est vrai que d'une spécialité médicale à l'autre, les usages ne sont pas les mêmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, ça va être le médecin remplaçant, ou collaborateur qui va encaisser les honoraires auprès du patient et qui va ensuite rétrocéder une partie de ses honoraires aux collaborants ou aux remplacés et dans d'autres cas, ça va être le remplacé slash collaborant qui va encaisser, les honoraires, en tout cas la structure qui va encaisser les honoraires et qui va rétrocéder seulement la partie qui revient, à celui, au médecin qui a effectivement pris en charge le patient et donc c'est vrai qu'en fonction du sens, hem de la rétrocession et qui va encaisser, les honoraires auprès du patient et qui va rétrocéder, le montant va pas être le même et donc, comme on applique la TVA sur la redevance, ça peut avoir aussi, une incidence. On avait le dernier cas, c'était, le cas des conventions d'exercice conjoint, qui est un cas un peu spécifique. On n'est pas trop dans le remplacement. On est, plutôt dans la mise en place d'une société entre, praticiens, même si c'est pas une société à proprement parler. Et dans ce cadre-là, en matière de TVA, on considère qu'on a quelque chose qui ressemble à une société, créée de fait et bah, les flux de remboursement entre les praticiens, en fait, c'est des flux qui sont internes à la même structure, pas juridique parce qu'elle est pas forcément déclarée, mais à la même structure au sens de la TVA et donc c'est simplement des remboursements de frais et cetera et dans ce cadre-là, on n'a pas de TVA sur ces flux-là. Mais c'est un mécanisme qui est particulier et il faut bien s'assurer qu'on est dans le cadre d'une convention d'exercice conjoint et donc qu'il y ait, un partage des coûts, un partage, aussi, de l'ensemble de la gestion de l'entreprise, qui est un peu différent entre la collaboration et le remplacement. Oui, Oui. effectivement, alors ça, c'est pour, une, «collaboration» entre guillemets, donc pas au sens juridique, mais au sens pratique, une collaboration qui est beaucoup plus sur le long terme, et qui est beaucoup utilisée dans le milieu de la santé. Alors, de dans 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 les textes fiscaux, on va parler effectivement de convention d'exercice conjoint. Les médecins vont plutôt parler de cabinet de groupement, de société en participation, de CEP, ou alors Mmh. de société créée de fait. On voit beaucoup de SDF
d'anesthésiste, par exemple, ce qui fait toujours un petit peu sourire. En tout cas, toutes ces, formes qui sont des sociétés, mais uniquement dans les faits et qui n'ont pas de personnalité, juridique, qui ne sont pas, immatriculées au RCS, mais qui, ont une réalité, c'est-à-dire la mise en commun de moyens, de locaux, potentiellement, embauche, du personnel. Parfois même, on a des, honoraires qui sont mis en commun et qui sont partagés de façon égalitaire ou, par vacation. Voilà, tous ces montages, qui ne sont pas des sociétés, immatriculées, ces montages permettent quand même d'optimiser, vis-à-vis de la TVA, puisque effectivement, on ne va pas être soumis à TVA dans ce type de montage. C'est vrai que c'est ce qui se traduit un peu des différentes slides qu'on vient de passer, c'est que le régime est suffisamment complexe. Il y a quand même des axes qu'on peut identifier, notamment, comme le dit Mylène, sur de la structuration d'activité. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de se faire accompagner sur ces sujets-là, d'un côté pour optimiser, mais aussi et surtout pour limiter le risque, hein, parce que, enfin, je le répète, hein, l'approche principale, c'est de dire, voilà, je suis en conformité avec la réglementation et je peux dormir sur mes 2 oreilles. Et ensuite, il y a l'activité, bah, comment je peux exercer cette activité de la façon la plus optimisante possible? Et ça, en effet, faut un peu se creuser la tête pour, en ce qui concerne les règles d'activité et d'exercice, trouver la façon, d'exercer qui nous convient le mieux, en fait. Parce qu'il y a aussi, cette question du sur-mesure, hein. Évidemment, entre un médecin individuel et puis un groupement de médecins, on va pas avoir forcément les mêmes réflexions autour de la structuration de l'opération. Et là, on parle de l'activité en tant que telle. Vous le verrez dans un instant sur le question de l'immobilier, c'est encore un autre sujet. Les questions sont encore plus importantes. Et effectivement, aujourd'hui, on a choisi de parler, principalement de remplacement de collaboration. Il y a d'autres structures qui existent, des sociétés civiles de moyens, d'autres exonérations en matière de TVA. Donc, vraiment, comme le dit Thomas, on a une certaine latitude aussi pour trouver des pistes d'organisation et je pense que toi, ça t'arrive beaucoup dans ton activité, que les médecins t'interrogent sur, est-ce que je dois, faire une société civile? Est-ce que je fais un contrat de collaboration? Ce genre de choses, j'imagine? Il y a énormément de manières de voir les choses et effectivement, dans ce type d'hypothèse, en fait, ce qu'on cherche à comprendre pour proposer le montage adapté en face, c'est, comment les uns et les autres, voient les choses. Parce que l'idée, c'est pas d'associer, un plus jeune dans une cellule, quand, les 2 praticiens n'ont absolument pas la même manière, de gérer leur activité. Moi, je prends souvent l'exemple, de 2 médecins qui va vouloir, voilà, faire des dépenses d'innovation et du coup, ça coûte, quand même beaucoup d'argent et l'autre qui va plutôt, développer le réseau heu, parce qu'ils sont sur une activité de niche. Je pense par exemple à un rétinologue, c'est un ophtalmo qui fait que de la rétine, bah, forcément, il va avoir énormément d'échanges avec d'autres ophtalmos, ce qui peut impliquer des frais, parce qu'il va les recevoir, parce que voilà et puis, l'autre rétinologue qui lui va pour le coup vouloir investir beaucoup dans des lasers et en fait, quand on n'a pas la même vision, de la dépense, ça génère des conflits, des désaccords et derrière, un conflit entre associés, ce qu'on cherche à tout prix à éviter et donc effectivement, quand on a 2 rétinologues, dans mon exemple, qui veulent s'associer, on essaye de vraiment comprendre s'ils sont sur la même longueur d'onde pour leur proposer une association globale ou une association au contraire qui va être plus soft et qui va être juste, une manière de mettre en commun les moyens et de, voilà. Tout à fait. Bah, je vais prendre la main sur l'activité des locaux là aussi. Donc on se rappelle, en TVA, on a le sujet des flux de vente. Donc est-ce qu'on va être exonéré activité de soins thérapeutiques? Est-ce qu'on est soumis à TVA, donc autre que finalité thérapeutique? Ça, c'est sur la vente, mais à l'achat, la conséquence, c'est la TVA déductible. Donc est-ce qu'on va pouvoir déduire la TVA qu'on a supportée sur nos achats? Et se pose notamment la question, bah, des locaux, en fait. Comment ça se passe en termes de locaux? Et là, on a aussi des règles en matière immobilière qui sont assez claires. Et en matière immobilière, on va distinguer, d'une part, les locaux professionnels dits aménagés, des locaux nus. Alors, en matière de locaux professionnels, lorsque ces derniers sont aménagés, la location va être soumise à la TVA. Donc vous comprenez très simplement que pour un médecin qui ne peut pas récupérer la TVA, le fait de louer des locaux aménagés va constituer une charge puisque, bah, le prix du loyer va être augmenté de 20. Alors que si ce même médecin identifie un bail avec des locaux nus, cette fois-ci, il va payer le bail, bah, sans TVA
Et donc, bah, rien que sur ça, il aura optimisé sa situation. Alors, certes, il aura besoin de supporter les coûts liés à l'aménagement des locaux. Évidemment, à ce niveau-là, il ne pourra pas déduire la TVA, mais en fait, il a quand même un effet d'aubaine au quotidien que de ne pas supporter la TVA sur ses locaux. Ouais, et Et le alors, point oui, vas-y. pardon. Pour illustrer, parce qu'on en a parlé en préparant ce webinaire, mais moi, je suis souvent consultée par des praticiens qui sous-louent des locaux à d'autres praticiens et qui me disent: «Mais est-ce qu'on pourrait pas faire, une mise à disposition, mais de locaux nus? Parce que je le fais venir, tous les mardis après-midi». Et donc ça, c'est vraiment l'exemple typique. Si c'est, une sous-location pour une vacation une fois par semaine, on ne peut pas faire de location de locaux nus puisque l'administration fiscale se doute bien, que le praticien qui vient tous les mardis après-midi n'arrive pas avec son bureau sous le bras tous les mardis après-midi. Donc ça, là encore, c'est de la pédagogie. Les locaux nus, ça ne peut être possible que pour une mise à disposition de locaux qui est, 365 jours par an. En effet, bah, c'était le point sur lequel je voulais venir, c'était de dire, il faut vraiment vérifier que les locaux sont nus et donc c'est pas, simplement, de l'écrire dans le bail, c'est factuel. Il faut pas que les locaux permettent l'exercice de l'activité et donc si, bah, on a le matériel médical, et les éléments, nécessaires à l'activité, forcément, on peut pas éviter la TVA, sauf si on est en franchise de TVA. Pour rappel, on en a parlé tout à l'heure, mais la franchise de TVA, c'est un sujet qui vient après avoir qualifié l'opération. Si elle est soumise à la TVA, on va vérifier si on a dépassé les seuils de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on disait, il y a des gens qui sous-louent des locaux, qui devraient les soumettre à la TVA, mais ont quand même le droit à cette règle dérogatoire qui permet, en cas de faible chiffre d'affaires taxable, de ne pas appliquer la TVA. Donc c'est aussi le sujet dont on parlait tout à l'heure avec le suivi des seuils. Il y a probablement des médecins qui sous-louent pour moins de 25 000 euros ou qui sous-louent entre 25 000 et l'ancien seuil et donc qui vont passer en TVA. Donc il faut vraiment se poser la question sur votre chiffre d'affaires lié à cette activité. Le deuxième point, qui est un point un petit peu, plus, d'information, si on loue, des, locaux qui sont, professionnels par une personne morale, donc qui sont détenus par une personne morale, si ces derniers, sont pas soumis à la TVA et que les locaux ont plus de 15 ans, on peut être soumis à une taxe supplémentaire qui s'appelle la contribution annuelle sur les revenus locatifs, la CRL, qui est une taxe un peu particulière, mais elle vient surenchérir le loyer de 2,5. Donc ça peut, constituer un coût supplémentaire pour le bailleur. Donc quand on a de la sous-location, ce genre de choses, on peut se poser la question: «Est-ce que, faut, appliquer de la TVA ou non?» même quand on est sur, de la location nue. Donc vous pouvez pas simplement aller voir votre bailleur en lui disant: «N'appliquez pas la TVA s'il vous plaît sur le bail», parce que lui aussi a d'autres enjeux. Quand il applique, la TVA, il aura pas cette taxe par exemple, s'il applique la TVA, il aura cette taxe. Donc c'est tout un enjeu d'équilibre. Les bailleurs ont souvent l'intérêt à être en TVA quand ils ont fait des travaux, par exemple. Donc, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas vous aider qu'ils appliquent la TVA. Donc en effet, enfin, et on en a parlé, vous l'avez compris depuis le début du webinaire, donc les médecins qui vont être redevables de la TVA sur les loyers vont pouvoir déduire la TVA qui est supportée sur les dépenses directement liées à l'activité de location taxable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, les frais d'aménagement, les charges de fonctionnement, les dépenses d'entretien, les honoraires de gestion locative, etc. En revanche, bah, si le médecin exerce une activité partielle, on l'a vu aussi tout à l'heure, on va avoir une déduction partielle de cette TVA. On ne va pas vous dire que finalement la TVA c'est assez simple, mais vous avez compris l'idée en termes de droits à déduction. Ils vont être, en fonction de l'activité, directement, réalisée par le médecin ou grâce au local qui est loué. Donc effectivement, il faut bien se poser la question quand je veux déduire sur une dépense, de son utilisation et puis plus largement, il faut se poser la question sur quelle TVA je vais subir, par exemple, si j'achète des locaux et donc c'est le sujet qui est présenté à l'écran. Dans certains cas, par principe, les immeubles neufs sont soumis à la TVA de plein droit dès lors qu'ils sont cédés par, ce qu'on appelle des assujettis, donc des gens qui sont dans le cadre d'une activité économique. Un particulier qui aurait ça dans sa famille depuis, 20 ans et qui garde ça à titre privé ne serait pas soumis à la TVA, même si l'immeuble aurait été refait potentiellement. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous achetez un immeuble, il y a toujours cette question: est-ce qu'il y a de la TVA ou il n'y a pas de TVA? Normalement, quand il est neuf et qu'il est vendu par quelqu'un qui est dans le champ d'application de la TVA, donc quelqu'un qui a des activités économiques dans l'immobilier, ça va être soumis à la TVA. Au-dessus de 5 ans, si l'immeuble n'a pas été refait, on va considérer que normalement il est exonéré de TVA, donc on pourrait acheter des locaux, qui sont dits avec des immeubles achevés depuis plus de 5 ans sans TVA. La seule chose, c'est que le bailleur, enfin pas le bailleur, le vendeur peut avoir intérêt à appliquer la TVA sur option. C'est ce qu'on vous a mis.
Donc, en fonction des actes immobiliers, de vos discussions, ça peut, être différent et une deuxième question qui peut, se poser, c'est que quand on applique la TVA sur option sur des immeubles achetés depuis plus de 5 ans, on peut avoir une TVA qui est sur la marge dégagée par, l'opérateur ou sur le prix total. Donc, chaque immeuble est un peu différent, si on peut en conclure. Il faut faire attention à l'âge de l'immeuble, il faut regarder si le vendeur veut appliquer la TVA et ça peut effectivement jouer sur le prix que vous allez payer parce que vous ne pouvez pas déduire et également, ça peut jouer sur votre discussion en matière de prix. Vous pouvez demander, par exemple, au vendeur de ne pas opter pour la TVA, mais d'augmenter son prix hors taxe. Enfin, de trouver une sorte d'équilibre, dans certains cas. Appliquer la TVA pour le vendeur, c'est pas forcément, la meilleure, raison pour lui, parce que cette TVA, il va la reverser à l'État. Alors que si vous vous mettez d'accord, par exemple, pour dire: «Est-ce que tu peux surenchérir ton prix sans TVA, mais tu n'appliques pas la TVA?» On est gagnants tous les 2. Tu gagnes plus en montant hors taxe et moi, j'ai pas de problème pour déduire la TVA sur mon activité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque, malheureusement, acte immobilier est un peu différent, qu'il faut se poser les questions et qu'il faut prendre le temps de s'interroger vraiment sur le coût réel pour le médecin et sur le gain pour le vendeur. Oui, on Ouais. y revient et chaque situation est spécifique. Grégoire vient de parler des différents scénarios et comme vous le voyez, il y en a une myriade en ce qui concerne, l'acquisition, la location immobilière et donc là, encore, on a la possibilité, d'interposer des SCI, faire acheter par le médecin en nom propre et cetera et cetera. Mais il y a aussi, en fait, une structuration sur mesure en fonction du médecin. Parce que nous, le conseil, il sera totalement différent selon qu'on se trouve face à un médecin généraliste qui a une activité pleinement exonérée ou un chirurgien esthétique qui nous dit: «Bah, attendez, moi je fais exclusivement, des injections, à visée purement esthétique, donc je facture tout avec TVA. Donc moi finalement de supporter de la TVA sur l'acquisition de mon immeuble ou sur mes loyers, ça ne me pose pas de problème». Donc c'est Mmh pour mh. ça qu'il faut vraiment, appréhender les différentes spécificités de chaque système pour, trouver la solution la plus adéquate. Et donc là, c'est vrai qu'on vous a pris, l'exemple, bah, d'un médecin qui va acheter un immeuble d'une superficie de 200 m², avec la particularité qu'il y a, 60 m² de l'immeuble qui vont être utilisés par le médecin lui-même au titre de son activité professionnelle exonérée et le reste, 140 m² qui, fera l'objet de différents baux pour des locations nues, commerciales, soumises à la TVA. Donc là, au sein de l'immeuble, on a différents régimes de TVA qui vont s'appliquer. Donc ça veut dire que le coefficient de taxation de l'immeuble, il va être égal à 66. Ça veut dire qu'il y a 70 pardon, de l'immeuble qui est utilisé pour une activité soumise à la TVA et donc on va avoir un droit de déduire la TVA sur le prix d'acquisition de l'immeuble qui va être cantonné à, ces 70. Donc là, sur l'acquisition de l'immeuble, le médecin pourra déduire 140 000 €. Il y aura, 60 000 € de TVA qui ne seront, pas déductibles. Et donc, il y a toujours un enjeu, par principe, on parle de clé de chiffre d'affaires. Dans certains cas, l'administration accepte des clés de surface, mais on peut choisir, si on veut appliquer une clé de surface ou une clé de chiffre d'affaires. Donc tout ça démontre encore une fois que ça dépend, de la structure du chiffre d'affaires du médecin qui a acheté l'immeuble. C'est pas la même chose entre le chirurgien esthétique, celui qui fait plus, de sous-location, ce genre de choses. Donc, vraiment, il faut se poser les questions en amont. Ça a pas les mêmes impacts en termes de coûts, quand on peut déduire toute la TVA sur l'immeuble que quand on peut pas. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'en matière de TVA, quand on achète, ce qu'on appelle une immobilisation, donc un actif corporel qu'on va garder pendant plusieurs années, pour, l'usage donc, de sa société, donc ça peut être un immeuble ou ça peut être du matériel et ben, on ne doit justifier l'application de la TVA selon la même clé de répartition. Donc à peu près, par exemple, si pendant, l'année 2020, vous aviez 30 de chiffre d'affaires, taxable à la TVA et le reste exonéré de TVA, vous devez justifier pendant certaines années que votre, rapport de chiffre d'affaires taxable par rapport au chiffre d'affaires total est à peu près le même. En fait, on va pas aller dans le détail technique, mais ce que veut l'administration, c'est que sur les parties immobilisées de votre activité, donc sur tous les locaux, vous puissiez justifier que ce que vous avez déduit la première année d'acquisition reste à peu près la norme pendant les années qui suivent. Si c'est modifié, on peut être obligé de reverser de la TVA. Donc, par exemple, imaginons notre médecin qui avait 30 d'activité esthétique, taxable passe finalement à, 16. Bah, il va devoir reverser 14 de TVA sur 1/20 du prix payé initialement, lors de l'acquisition de l'immeuble. C'est un peu technique, mais du coup, on voit bien que c'est négatif. Ça veut dire que même si ça fait quelques années que j'ai acquis l'immeuble, potentiellement, je dois remettre au pot
et donc ça me recoûte plus cher cet immeuble parce que finalement mon activité esthétique taxable est devenue moins importante, mais ça marche aussi dans l'autre sens par contre. Donc dans certains cas, si par exemple je développe plus d'activités taxables, je peux venir récupérer des compléments de TVA que j'ai supportés lors de l'acquisition de l'immeuble ou l'acquisition de mon matériel. Donc il y a aussi un suivi pendant la durée de vie de l'entreprise, même si on a déjà commencé à acheter ces immobilisations, si on a déjà pris le temps de structurer son activité, on a toujours un petit suivi parce que dans certains cas, on peut avoir des bonnes surprises ou des mauvaises surprises malheureusement. C'est vrai que c'est un sujet important et on a déjà un client qui est venu nous voir en disant oui, mais si j'achète l'immeuble pour 1 million d'euros et que je supporte la TVA en décembre et que je fais 2, 3 opérations d'expertise soumises à TVA, ça veut dire que je peux déduire toute la TVA sur l'immeuble et grosso modo tout le monde me laisse tranquille. Bah non, en fait, ce que vient de dire Grégoire, c'est la logique de dire que l'immeuble, l'administration considère qu'il va être utilisé petit peu par petit peu sur 20 ans et donc on va devoir faire des rattrapages d'année en année. Mais c'est juste qu'on ait un principe de cohérence vis-à-vis de l'activité du client. Et là, c'est l'exemple qu'on vous prend avec l'achat d'un local par le biais d'une SCI et d'une activité non soumise à la TVA. Donc les faits sont les suivants. On a un rachat par le biais d'une SCI à un autre médecin. Le local a un âge de plus de 5 ans. Il y a des travaux qui vont être effectués. On utilise le local pour sa propre activité médicale thérapeutique. Et là, je laisse Grégoire faire marcher la machine à ménage pour nous dire ce qu'il en est. Pour faire simple, dès lors que la SCI, elle ne reloue pas avec TVA les locaux, parce que c'est des locaux nus, eh ben, on n'aura aucune déduction de la TVA au niveau de la SCI, un peu comme un médecin qui aurait acheté les locaux en propre. Dès lors qu'elle n'a pas d'activité imposable à la TVA, comme si le médecin avait fait que des activités thérapeutiques, je ne pourrais pas déduire de TVA à la fois sur l'acquisition de l'immeuble, mais également sur les travaux que j'ai effectués dans l'immeuble. Bon, ça, c'est un peu la situation la plus négative. En fait, on compare des situations différentes. Si on avait été soumis à la TVA au niveau de la SCI, on aurait pu, par contre, déduire 100% de la TVA au niveau de la SCI au titre de l'acquisition de l'immeuble, mais également des travaux. Par contre, on va facturer de la TVA au médecin qui va exploiter l'immeuble pour son activité. Donc on voit bien là, la SCI, l'idée d'en parler, c'était de dire que ça permettait de structurer différemment l'activité que d'acquérir l'immeuble dans la société d'exploitation et que potentiellement on pouvait déduire 100% de la TVA tout de suite, mais que finalement la TVA non déductible serait supportée au fil de l'eau par le médecin sur ses loyers lors de son exercice. Ouais et du coup, ce qui veut dire que quand, un médecin, veut acquérir, l'immeuble dans lequel il va exercer, il faut qu'il se pose la question, donc effectivement au moment d'acheter, est-ce que, il va y avoir de la TVA sur ce prix ou pas? Mais il faut aussi qu'il se pose la question de quel est le montage, mais en envisageant le long terme. C'est-à-dire qu'un médecin qui va acheter des locaux en début de carrière en se disant: «Je vais faire toute ma carrière dans ces locaux», économiser de la TVA pendant 10 ans, c'est intéressant. Mais si derrière, pendant 20 ans, il en paye alors qu'il aurait pu faire un autre montage, sans TVA, bah, peut-être qu'il faut se poser la question, voilà, et faire des projections à long terme, heu, pour utiliser le montage le plus, adapté, pour son cas. Oui, ça peut nous arriver, par exemple, d'avoir à réorganiser malheureusement le patrimoine immobilier de certaines cliniques ou de certains opérateurs pour s'assurer que ça soit le plus avantageux. Voilà. Et notre dernier exemple, c'était dans le cas où ce serait la société d'exercice qui aurait acquis des locaux, de moins de 5 ans. Dans ce cadre-là, très classiquement, comme on en a déjà, parlé, on va, déduire en fonction de la clé de chiffre d'affaires taxable par rapport au chiffre d'affaires total. On pourra déduire potentiellement 100% sur des dépenses qui seraient affectées directement à la sous-location. Donc par exemple, si je repeins une pièce qui est directement dédiée à la sous-location, bah, j'aurai le droit de déduire la TVA sur l'entrepreneur qui est venu repeindre. Donc on voit, c'est une autre logique, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ça dépend, forcément de l'activité de chacun, de la part de sous-location, de la part de chiffre d'affaires taxable dans l'activité du médecin et de la société d'exercice. Donc c'est un point à bien anticiper, lorsque, on acquiert le patrimoine immobilier, nécessaire à l'exploitation. Donc là, on a bientôt fini. On vous a remis deux slides de synthèse pour vous rappeler un peu ce qu'on s'est dit, avec d'un côté le champ d'application de la TVA, donc c'est-à-dire les opérations qui vont être soumises à la TVA et qui vont être exonérées. Donc les activités de soins qui vont être exonérées de TVA. Les exceptions dans lesquelles ce n'est pas le cas, donc enfin, la question de savoir si on a une finalité thérapeutique ou non. Et ensuite, sur les activités immobilières, comme on vient de vous le dire, location de locaux professionnels aménagés
ils sont soumis à la TVA. Donc on a un point de différence avec le cas de l'exercice conjoint et l'exonération de TVA pour les lots connus, avec la possibilité d'opter, c'est-à-dire de dire, quand bien même on devrait être exonéré de TVA, on demande à appliquer la TVA pour pouvoir déduire la TVA en amont. Et donc, pour finir sur, les régimes de déduction. Les régimes de déduction, on l'a bien expliqué. Pour déduire de la TVA, il faut que je démontre que j'ai du chiffre d'affaires taxable. Donc ça dépend de la part de chiffre d'affaires que j'ai liée à des actes qui ne sont pas thérapeutiques et qui ne seraient pas en franchise de TVA. Donc il faut bien se poser pour, déterminer bien la bonne clé, mais également dans le cadre d'une acquisition immobilière, à se poser la question si je le fais dans la structure d'exercice ou si je le fais dans une autre structure. On a discuté en début de webinaire du sujet de la franchise en base. La franchise en base, il y a des modifications que je vous recommande bien de suivre dans vos structures, mais également dans vos activités, propres. Si vous êtes, pas en structure d'exercice, à vérifier que si vous avez un peu de chiffre d'affaires qui serait soumis à la TVA, vous êtes en dessous de ces seuils et vous continuerez à être en dessous de ces seuils. On a entendu plein de choses, dans les médias. On a entendu: le gouvernement recule, le gouvernement y va. En réalité, l'administration a commenté, l'application des seuils, donc probablement qu'il n'y aura pas de modification jusqu'au 1er juin. Donc il faut vraiment faire attention parce que sinon le risque, il est assez important et puis surtout ça peut avoir des conséquences sur vos activités. Donc il faut bien prendre le Ouais. temps. Ouais, sur ces seuils, je me permets de rebondir, mais parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup au départ, mais je pense notamment à l'activité des médecins de consultants, puisque les médecins interviennent souvent, enfin en tout cas pas tous, mais certains interviennent comme consultants pour des entreprises pharmaceutiques, pour des nouvelles, enfin des startups qui vont développer un produit ou un dispositif médical, enfin quelque chose qui a trait à la santé et dont l'expertise du médecin est intéressante. Et donc, dans ce cadre-là, le médecin va avoir une activité de consultant. Cette activité de consultant, normalement, elle est soumise à TVA, mais bien souvent, ce n'est que une activité en plus de l'activité principale du médecin, et donc bien souvent on n'atteignait pas, les seuils, de la franchise, en base de TVA. Là, il est possible que les choses évoluent, parce qu'effectivement on passe quand même de 37 000 et quelques à 20-25, et donc il est tout à fait enfin, il faut que les médecins qui ont une activité de consultant se posent la question de savoir si, dans les années à venir, ils vont être soumis à TVA ou non, sur cette activité qui est un petit plus par rapport à leur activité quotidienne, de médecin et de prise en charge des patients. Et pour conclure, le dernier élément qui était, juste avant, c'était, la taxe sur les salaires. Vous l'aurez compris, quand vous êtes, pas soumis à la TVA, vous avez potentiellement un coût, sur les salaires qui est plus important et donc il faut l'anticiper et je crois que tu en parlais tout à l'heure, ça milite quand même pour éviter le salariat si possible, dans certaines structures. Effectivement, et je terminerai sur ce point-là, mais le cabinet Anodis, accompagne les médecins, accompagne plus globalement les professionnels de santé, mais avec l'objectif de les rendre plus épanouis, dans leur activité, professionnelle, et de structurer leur activité, de résoudre leurs difficultés quotidiennes, et parmi, un élément, d'épanouissement professionnel et de, retrouver le sens de son activité. L'expérience nous fait dire que l'activité, indépendante, libérale, est beaucoup plus épanouissante, parce que le médecin va pouvoir monter des projets, innover, proposer des nouvelles choses, structurer son activité. Le médecin est le plus à même de savoir ce qui est important ou non pour son activité, et déléguer la gestion de son activité, c'est potentiellement, ça favorise la perte de sens et la perte d'épanouissement, et c'est quelque chose, sur lequel on est très attentive et sur lequel on travaille beaucoup. Et donc effectivement, on considère, que parfois le salarié est adapté, mais pas dans la majorité des cas, et c'est pas, à notre sens, la meilleure, façon, d'exercer pour un médecin. Je ne sais pas s'il y Voilà. avait des questions, particulières, cas échéant. Justement, j'ai gardé un œil sur le chat, j'ai pas eu de questions, donc je vais peut-être ouvrir les micros au cas où, s'il y a un problème là-dessus, pour que les personnes posent leurs questions directement, rapidement. Non. Tac. Oh, Ah! Non, je pense que c'est un Ouais, transcript ouais, de ouais. notre, ah oui, oui. nos échanges.
Hop, j'autorise les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Ah, j'ai l'impression qu'on a On en une a question. une. Maîtrisez-vous le sujet des GCS et GIE et TVA? Alors, oui, sur ces sujets, effectivement, c'est des structures, dont on sait gérer. On sait aussi gérer, des sujets un peu nouveaux comme, les groupes TVA, qui sont appliqués dans certaines, cliniques ou dans certains regroupements. Donc en fait, c'est mettre en place soit une structure, qui aurait le droit à une exonération spécifique, sur, les flux qui sortent de cette structure. Donc, un GIE, par exemple, ferait, de la mise à disposition de personnel à une clinique et ben, on pourrait, dans certains cas, ne pas avoir de TVA sur ce flux de mise à disposition ou sur la mise à disposition, d'un plateau, ce genre de choses. Et on a aussi ce deuxième dispositif fiscal qui existe depuis quelques années, qui est le groupe TVA, qui permet, lorsqu'on a des structures qui sont détenues par plus de 50% par une seule structure, pouvoir mettre en place une sorte de regroupement qui veut qu'on n'ait jamais de TVA entre ces entités. Donc ça permet facilement de prêter du personnel entre deux cliniques, ça permet de mutualiser des moyens, de mutualiser des projets. Donc ça, effectivement, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est un peu le niveau au-dessus des questions sur le remplacement, la collaboration. Mais c'est des sujets qu'on traite et effectivement, c'est des sujets assez importants dès lors que les structures grossissent et qu'on a, par exemple, des regroupements de plusieurs cliniques, des regroupements de plusieurs professionnels. Et ça, enfin, on parlait de structuration et d'optimisation, parce que c'est pas un gros mot, mais sur certaines opérateurs pour qui on avait l'occasion de faire des groupes TVA, les gains en termes de TVA entre la période avant groupe et la période entrée dans le groupe peuvent parfois être vraiment significatifs, enfin, se compter en dizaines ou voire en centaines de milliers d'euros. Donc, c'est des études qui peuvent être intéressantes à faire, quoi. Mais là, on parle de structures beaucoup plus établies. Là, c'est vrai que le webinaire était plus centré sur des structures de taille, de taille indépendante ou équivalente. Là, mais sur des grosses structures, c'est des sujets de réflexion clairement à se poser. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est des questions de structuration qui sont très intéressantes, je pense notamment aux radiologues, mais pas que. Enfin, globalement, toutes les spécialités, qui ont besoin d'un plateau technique onéreux, nécessitent, une structuration, notamment parce que ça permet d'aller chercher des financements qui sont nécessaires à l'acquisition, ou à la location du plateau technique onéreux, mais également pour optimiser et faire en sorte que ce plateau technique, n'entame pas trop la rentabilité, de l'activité des praticiens. Je peux poser une question? Oui, Oui, voilà. Il y a un slide au tout début quand vous avez parlé de la franchise en base de TVA, où vous aviez donné un exemple avec un chiffre d'affaires qui était à 40 000 €, donc au-dessus de la franchise des 25 000. Je voulais savoir si on était en dessous de la franchise, est-ce qu'on est quand même, donc on ne paye pas la TVA puisqu'on est dans la franchise en base de TVA, mais est-ce que ça a un impact sur la taxe sur les salaires? Alors, il y a effectivement un cas où on n'a pas de taxe sur les salaires, c'est si on est en dessous du seuil de 25 000, mais en matière de taxe sur les salaires, mais c'est un seuil qui est général. Donc en matière de taxe sur les salaires, on prend en compte l'activité de soins. Donc on l'atteint beaucoup plus vite. En matière de franchise en base, donc pour savoir si j'applique la TVA sur l'autre activité, par exemple la sous-location, je vais juste regarder, l'activité, dite taxable, donc la sous-location, les actes, qui ne seraient pas thérapeutiques. Alors qu'en matière de taxe sur les salaires, dès lors qu'on a dépassé 25 000 de chiffre d'affaires ou 27 500 de chiffre d'affaires, on y passe. oui, donc en fait, si on prend l'exemple qui est à l'écran, si j'ai bien compris, on va avoir, une franchise en base de TVA, mais on va pas avoir, enfin, on va devoir payer la taxe sur les salaires. Tout à fait. En fait, c'est pour éviter des cliniques qui auraient, je sais pas, 5 millions de chiffre d'affaires en exonéré et 10 000 € en taxable, qui ne seraient pas soumis à la taxe sur les salaires. Ça créerait un effet d'aubaine, de trop bien structurer son chiffre d'affaires pour éviter la taxe sur les salaires. D'accord, merci bien. Merci à vous. Heu, est-ce qu'on a on a une question d'une consoeur de mémoire. Je Alors, est-il prévu de nous adresser le support de présentation? C'est pas interdit par notre déontologie, donc a priori, oui, c'était ce qui était prévu. Voilà. Oui, on mettra à disposition. De toute façon, on a enregistré, ce webinaire et il sera disponible en replay.
Parfait. Bonjour, je vous remercie. J'ai effectivement posé la question, j'étais en rendez-vous et j'ai pas pu vous rejoindre avant. Donc l'idée, c'était de prendre connaissance de vos échanges qui m'ont l'air très intéressants. Je vous Avec remercie, plaisir. consoeur. Merci. Avec plaisir. Écoutez, si on n'a pas de nouvelles questions, je pense qu'on est dans le timing, fait rarissime pour les avocats qui, débordent toujours, mais je suis très fière de nous. On a tenu le timing, donc on va pouvoir, vous laisser, aller déjeuner, et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Si, Merci quel beaucoup. En tout cas, merci à tous, de vous être, connectés. On a effectivement senti que le sujet intéressait et on en est ravis. Au revoir. Avec Merci à plaisir. tous. Au revoir. À très vite. Au revoir.